Histoire ennuyeuse pour dormir. Le système fiscal étonnamment complexe des Aztèques. Hey les amis, ce soir, on va se promener dans un endroit que peu de guides touristiques oseraient vous recommander. Imagine une ville sur l'eau, plus grande que la plupart des capitales européennes de l'époque, traversée par des canaux animés, bordée de marchés vibrants, et où le système fiscal est si sophistiqué qu'il ferait frémir ton inspecteur des impôts préféré. Tu es à Tenochtitlan, cœur palpitant de l'Empire aztèque. L'air sent le maïs rôti, la sueur et quelque chose d'un peu plus, musqué. Autour de toi, des marchands crient les prix de leurs marchandises. Fèves de cacao, plumes chatoyantes, coton, jade, voire sel, oui. Tout ça pouvait servir à payer ses taxes. Bon, soyons honnêtes. Si tu étais vraiment là, pieds nus au milieu de cette foule dense, avec des corbeaux planant au-dessus et des commerçants qui te fixent comme si tu devais une dîme ou deux, tu ne survivrais probablement pas longtemps. Mais heureusement, ce soir, tu n'as rien à transporter, juste à écouter. Alors, avant de t'installer confortablement, prends une seconde pour liker la vidéo et t'abonner, mais seulement si tu aimes vraiment ce que je fais ici. Et dis-moi en commentaire d'où tu écoutes. Et quelle heure il est chez toi, j'adore savoir jusqu'où l'on s'endort ensemble à travers le monde. Maintenant, tamise la lumière, allume peu, être un petit ventilateur pour un bruit de fond doux, et laissons-nous glisser ensemble dans le voyage de ce soir. Tu poses un pied sur la chaussée de Tenochtitlan, cette cité lacustre construite sur pilotis, dont les avenues flottantes pulsent sous les cris, les cloches et les odeurs. Et tout autour de toi, l'activité d'un empire alimenté par les impôts. Ici, on n'envoie pas un formulaire en ligne. Ici, on paie en marchandises littéralement. Des dizaines de cités et villages apportent leur tribut, de force ou d'enthousiasme fin, à l'empereur Moctezuma. Et toi, tu le sens, chaque pas est une page de registre vivante. Les marchés, appelés Tianquistli, sont plus qu'un lieu de troc. Ce sont des carrefours fiscaux. Les collecteurs scrutent les étals, notent qui vend quoi, en quelle quantité, et combien cela vaut en coton ou en cacao. Car oui, la fève de cacao, cette petite chose amère et noble, était une des monnaies principales, au point que certains la stockaient dans des jarres, comme d'autres planqueraient des billets sous leur matelas. Tu passes devant un vieil homme assis, un panier d'avocats à ses pieds. Il lève les yeux vers un fonctionnaire portant un turban blanc et sans dire un mot, il tend une poignée de fèves. Un impôt silencieux, mais bien réel. Et selon les lois aztèques, il n'y avait pas de petits montants. Même un pêcheur devait contribuer. C'est ce qu'on appelait le yekat, un impôt local, payé par les communs. Quant aux nobles, surprise, eux aussi payaient, mais souvent en main-d'œuvre ou en services spécifiques. Le long d'une rangée de tentes rouges, un jeune garçon tente de vendre des plumes de quetzal vertes, brillantes, presque irréelles. Une vieille dame les achète, mais tu comprends vite que ce n'est pas pour se coiffer. Ces plumes, importées des terres tropicales du Sud, sont une forme de monnaie d'élite. Certaines taxes étaient spécifiquement exigées en plumes rares. Oui, un peu comme si le fisc te demandait de payer en rubis ou en huile d'olive millésimée. Tu lèves les yeux vers les toits du marché et tu remarques une chose curieuse, pas d'or. L'or, ce métal qui a obsédé les conquistadors, n'était pas un outil fiscal ici. Il servait aux bijoux, aux offrandes, aux cérémonies, mais pas à l'impôt. Et c'est là que l'on commence à comprendre à quel point l'économie aztèque suivait ses propres règles, bien différentes de celles qu'on nous enseigne en économie moderne. Les historiens débattent encore aujourd'hui de la question jusqu'à quel point ce système fonctionnait-il sans effondrement. Certains pensent qu'il était fragile, trop dépendant du pouvoir central, tandis que d'autres louent son efficacité et sa capacité à redistribuer les ressources dans tout l'Empire. Et pendant que tu avances entre les étals,
tu entends une autre forme de taxation plus vivante. Un petit tambour résonne. À quelques mètres, une troupe d'adolescents transporte une cage remplie de dindons des offrandes pour le temple, mais aussi un paiement d'impôts en nature. Car oui, les animaux eux-mêmes faisaient partie du système. Dindons, chiens, oies, tous pouvaient être encaissés. Ton pied trébuche sur une pierre lisse. Dessus, un glyphe gravé montre une main tendue, avec une étoile au-dessus, un symbole d'offrande volontaire, ou une menace masquée, tu n'en es pas certain. Et d'ailleurs, même les spécialistes ne s'accordent pas sur toutes les significations des glyphes fiscaux. Certains pensent qu'ils servaient aussi à humilier les mauvais payeurs, exposant leurs noms et leurs dettes publiquement. Une sorte de mur de la honte, version aztèque. Tu prends une inspiration profonde, le mélange d'encens, de fruits fermentés et de poussière te donne presque le vertige. Mais c'est aussi hypnotique. Il y a dans cette économie tributaire quelque chose d'obsédant, une précision sans chiffres, un contrôle sans numérique, une bureaucratie sans bureau. Et tandis que tu continues à avancer, le jour décline doucement sur Tenochtitlan. L'eau des canaux reflète le rose du ciel, les cris des vendeurs faiblissent, et un scribe en tunique bleue ferme son codex, satisfait d'une journée de compte équilibrée en maïs, plumes et cacao. Tu n'as pas encore fait 10 pas en dehors du marché que tu croises un cortège étrange. Une ligne de porteurs épuisés, pieds nus et dos courbés sous des ballots de coton, de paniers remplis de fruits secs ou de filets tressés contenant des cailles vivantes. Et à leur tête, un homme que tu reconnaîtrais n'importe où, un Kalpixki, l'un des redoutés collecteurs de tribus de l'Empire. Il ne porte pas d'armes visibles, mais sa posture suffit. Robe noire brodée de rouge, ceinture tressée et une tablette à la main. Il vérifie, coche, inspecte. C'est lui qui s'assure que chaque province soumise livre sa part ni plus ni moins. Et tu devines rapidement que le moins n'est pas une option conseillée. Tu le suis discrètement, franchissant les limites de Tenochtitlan pour t'engager dans une zone plus sauvage. Des marécages, des sentiers boueux, des villages faits de roseaux et d'adobes. Ici, chaque communauté devait verser son tribut selon ce que la terre pouvait offrir. Si les montagnes donnaient des pierres précieuses, elles étaient taxées en turquoise ou en obsidienne. Si la plaine produisait du coton, ce seraient des ballots entiers. Et s'ils n'avaient rien d'autre, parfois, c'étaient des enfants formés à devenir prêtres, scribes ou sacrifiés. Tu frissonnes légèrement. Le cortège s'arrête à la lisière d'un petit village. Le chef, un vieil homme au regard dur, sort de sa hutte avec un bol de maïs coloré. Il le tend au collecteur, qui le renifle, puis hoche la tête. L'échange est terminé. Pas de conversation inutile. Tu réalises que cette transaction muette est répétée des centaines de fois dans tout l'Empire, chaque mois. C'est ce qu'on appelait Tekit, le système de devoirs et obligations. Mais tout n'était pas si simple. Refuser de payer pouvait déclencher des conséquences. Le genre de conséquences qui arrivent à cheval, avec des lances et des visages peints. Oui, l'Empire aztèque n'avait pas qu'un système fiscal. Il avait aussi un ministère de la persuasion armée. On appelait cela les guerres de fleurs, officiellement destinées à capturer des prisonniers pour les sacrifices, mais souvent motivées aussi par la nécessité de remettre en ligne une province trop lente à payer ses dettes. Un cas célèbre, la cité de Huexotzinco, réputée pour ses produits artisanaux poterie, étoffes, objets en bois peint, elle refusa un jour de payer son quota. Résultat, une expédition punitive fut envoyée, les chefs renversés, les scribes remplacés. Ironiquement, les vaincus finirent par devoir livrer plus qu'auparavant. Le message était clair, l'impôt ne dort jamais. Et pourtant, malgré cette brutalité possible, les collecteurs n'étaient pas que des brutes.
Certains étaient d'une méticulosité presque académique. Ils savaient lire les codex fiscaux, de véritables livres de comptes illustrés, et pouvaient réciter les quotas de chaque province comme un gamin d'aujourd'hui connaît les paroles d'un tube TikTok. D'ailleurs, les historiens débattent toujours. Les Calpix étaient-ils des administrateurs respectés ou des tyrans redoutés? Probablement un peu des deux. Tu arrives dans une ville un peu plus grande, entourée de cultures en terrasses et de bassins à spiruline. Ici, les impôts sont versés en poissons séchés et en algues, ce qui te rappelle, de façon peu appétissante, un vieux snack diététique des années 90. Une jeune fille apporte une jarre pleine d'une pâte verte épaisse, presque gluante. C'est de la spiruline fermentée, riche en protéines prisées par les prêtres et les armées. Un impôt? Oui. Un dîner? Aussi. Mais ce n'était pas seulement ce que l'on donnait, c'était aussi quand. Les tribus étaient dues à intervalles fixes, souvent selon un calendrier rituel combiné au cycle agricole. Tu imagines déjà les excuses. Désolé, la récolte a été tardive, la pluie était capricieuse, et puis le jaguar a mangé nos documents fiscaux. Peu importait. Le collecteur passait quand même. Tu croises un temple secondaire sobre, flanqué de 2 piliers sculptés représentant des divinités locales. À l'intérieur, au lieu d'offrandes sanglantes, tu trouves des ballots de textile soigneusement empilés, étiquetés par village. Oui, les temples servaient aussi de centre de stockage fiscal. Des entrepôts sacrés, remplis de capes brodées et de sandales, prêtes à être redistribuées ou brûlées dans un festival. Et ce n'est pas tout. Certaines communautés n'offraient pas des biens, mais des personnes, des tisserands, des artistes, des chanteurs. Leur devoir était de servir la cour de Tenochtitlan pendant un temps déterminé. Une sorte de stage non rémunéré, version aztèque, où tu finissais par fabriquer des masques pour les dieux. Tu ne savais jamais si c'était un honneur ou une punition très bien emballée. Un bruit sourd te fait sursauter. Au loin, des tambours résonnent. Un village est en train de célébrer une remise de tribut exceptionnelle. Tu aperçois un vieux prêtre qui lance des pétales de fleurs en l'air pendant qu'un enfant dépose un panier de jade au pied d'un autel. La scène est presque solennelle, mais un peu loufoque aussi. Un hommage, une comptabilité rituelle, ou simplement une excuse pour organiser une fête. Tu regardes le soleil descendre derrière les montagnes, et tu comprends que tu n'es encore qu'au début de ce labyrinthe fiscal aztèque. Derrière chaque tribu, chaque impôt payé en piment, cacao ou plumes de colibri, il y a une logique, parfois religieuse, parfois militaire, souvent très très pragmatique. Et surtout, il y a ce sentiment persistant. Ici, tu ne paies pas seulement pour vivre, tu paies pour appartenir à un empire, à un ordre sacré, à une structure qui t'englobe même quand tu ne comprends pas tout à fait pourquoi tu viens de remettre un sac de limaces séché à un homme avec une coiffe en forme de serpent. Tu t'éloignes des campagnes pour revenir doucement vers le cœur battant de l'Empire, là où les tribus, une fois collectées, prenaient une toute autre dimension. Les grandes avenues pavées te ramènent à Tenochtitlan, mais cette fois, tu ne te diriges pas vers les marchés. Tu tournes dans une allée plus discrète, bordée de bâtiments en pierre ocre, avec des portes gravées de glyphes minutieux. Devant toi, une vaste structure carrée, austère mais imposante. Le centre administratif du Tlatoani, l'empereur. Pas un palais, pas un temple, mais quelque chose de plus effrayant pour certains. Le bureau des impôts, ou du moins son équivalent aztèque. Tu entres, et immédiatement, tu es frappé par l'odeur. Mélange de parchemin d'agave, d'encre végétale et de maïs légèrement rance. Des scribes, accroupis ou à genoux sur des nattes, tracent des symboles à la hâte
sur des feuilles pliées. Tu vois des coquilles d'escargots, des sacs de plumes, des figurines en argile, tous utilisés pour représenter des unités fiscales, et au centre de la pièce, un codex géant ouvert comme un livre sacré. C'est là que tout est consigné. Qui a payé quoi, qui est en retard, qui a envoyé du coton au lieu de jade, et surtout, qui va avoir droit à une petite visite amicale d'un bataillon de guerriers jaguars. Chaque objet a un symbole. Une cape, c'est un carré bleu, un oiseau tropical, un glyphe stylisé avec une crête, une dinde, et oui, encore elle ressemble à un X inversé. Le résultat est un tableau fiscal plus coloré que la garde-robe d'une reine de carnaval. Et tu te surprends à sourire en voyant un scribe dessiner une montagne avec des jambes, pour symboliser une province lointaine qui devait livrer du basalte. Oui, ici, même les montagnes se déplacent, surtout quand elles ont des dettes. Mais comment stocker tout ça? Tu sors, et on t'amène vers les Tlacochcalco, les entrepôts impériaux. Immenses greniers sur pilotis, conçus pour garder au sec des tonnes de nourriture, de textiles, d'armes et de marchandises plus insolites. Tu longes des couloirs de paniers en osier, chacun étiqueté avec soin. Un scribe ouvre l'un d'eux et t'en montre le contenu. Des centaines de coquillages blancs, nettoyés, triés. Ils venaient de la côte, à plusieurs jours de marche. Et ils servaient, devine quoi, à fabriquer des colliers pour les prêtres. Oui, même les accessoires de mode étaient fiscalement planifiés. Et ce n'est pas qu'une question de rangement. Chaque Tlacochcalco est surveillé, gardé et contrôlé avec une rigueur presque militaire. Des gardiens décomptent chaque pièce entrée ou sortie. Tu entends des voix chuchotées, un scribe noté dans un registre, 15 ballots de coton, 2 jours de retard, justification, tempête. Même la météo n'est pas une excuse suffisante, apparemment. Un autre scribe te montre un registre de villages disparus, rayés, barrés, remplacés. Tu comprends soudain que certaines régions entières ont cessé d'exister non pas à cause de guerre, mais d'insolvabilité. Oui, la dette pouvait tuer, ou du moins faire disparaître un peuple dans les marges d'un codex. Les historiens n'en sont pas certains. L'administration impériale était-elle centralisée à ce point, ou une partie des registres était-il maintenue localement dans les temples ou les palais régionaux? Les débats continuent, mais une chose est sûre, les Aztèques n'improvisaient pas. Même sans chiffres arabes, ils géraient des quantités, des quotas et des calendriers mieux que certains tableurs Excel. Tu entres ensuite dans une pièce à part, plus sombre, plus sacrée. Ici, on conserve les objets fiscaux d'une autre nature. Des masques, des bijoux, des objets votifs offerts comme paiement de dettes religieuses. Car oui, l'impôt ne se limitait pas au matériel. Il y avait aussi le tequiwa, une forme d'obligation spirituelle, une offrande en l'honneur d'un dieu imposée par le clergé ou les astres. Tu vois une couronne de plumes noires posée sur un coussin. On raconte qu'un chef de province, incapable de livrer sa part de cacao, offrit sa propre couronne de pouvoir, l'équivalent d'un « je démissionne fiscalement » et parfois, le système se retournait contre lui-même. Un vieux codex raconte l'histoire d'un village qui, en pleine sécheresse, paya son impôt en statuettes de boue durcie, imitant des objets précieux. Le subterfuge ne fut découvert qu'au moment du festival. Résultat, humiliation publique. Les statues furent écrasées devant les dieux et le chef du village contraint de servir comme porteur pendant une année entière. Une punition symbolique, mais bien réelle. Tu croises alors un jeune garçon chargé de surveiller un couloir de paniers contenant des escargots, des chapulines, sauterelles grillées, des graines de chia, des pigments rouges. Oui, tous ces produits exotiques et étranges servaient à financer l'Empire. Et parfois,
Ils n'étaient même pas utilisés, juste stockés. En cas de famine, de guerre ou de festival impromptu. Et là, entre deux greniers, tu remarques un petit autel, posé là, discrètement. À côté, une offrande récente, un bol de maïs, une plume, une fève, peut être qu'un collecteur a voulu s'attirer les bonnes grâces des dieux de la comptabilité, ou peut être que même les scribes ont peur d'oublier une taxe quelque part. Tu sors enfin de l'ombre des archives impériales, les narines pleines de poussière et l'esprit encore plus encombré. Tout ce que tu croyais savoir sur les impôts vole en éclats. Ici, tout se compte, tout se note, tout se conserve. Et le plus fou, c'est que la plupart des citoyens n'étaient pas révoltés. Pour eux, c'était naturel. Payer son dû, c'était maintenir l'équilibre cosmique, nourrir les dieux et faire tourner le monde. Dans un système où chaque plume a sa place, même les vents obéissent au calendrier fiscal. Tu te réveilles presque en sursaut. Ce n'est pas un rêve, tu es toujours dans cette cité flottante où même les moustiques semblent respecter un ordre fiscal ancestral. Mais cette fois, tu es dans la cour principale, là où l'argent, enfin, les plumes, le cacao, les tissus prend tout son sens. Parce qu'ici, dans l'ombre des pyramides, les impôts deviennent spectacle. Un long défilé traverse la place. Des danseurs couverts de peintures vives, des guerriers en armure d'obsidienne, des prêtres portant des encensoirs fumants. Tous ces costumes, tous ces accessoires, toute cette mise en scène financée par l'impôt. Oui, même les flûtes qui jouent cette musique entêtante ont été payées par des villages situés à 3 jours de marche, quelque part dans la forêt brumeuse. Tu t'assois sur une marche en pierre, un peu en retrait, et tu observes. Ce n'est pas un simple rituel, c'est un compte rendu public de la puissance de l'Empire, une façon de dire « Regardez ce que vos tribus accomplissent. Vos plumes sont devenues des panaches divins, vos fèves des festins célestes. » Et parfois, plus étonnamment, ces richesses allaient à la guerre. Littéralement, les armes, les armures, les provisions des soldats aztèques étaient en grande partie issues des réserves fiscales. C'était une sorte d'impôt sur le destin. Tu payais pour que d'autres aillent combattre ou pour que d'autres soient conquis et rejoignent à leur tour le grand cycle du tribut. Un vieux codex parle même d'un cas étrange. Une cité alliée, exemptée d'impôts pendant 1 an, à condition d'offrir 20 jeunes guerriers pour une expédition dans les montagnes. Un échange risqué. Tu donnes des vies au lieu de produits. Et tu n'es pas sûr de vouloir voir comment ce contrat s'est terminé. Plus loin, au coin de la cour, un grand feu crépite. Les prêtres brûlent des ballots de coton, une offrande directe aux dieux. Tu grimaces en pensant au gaspillage, mais ici, le feu est la balance finale. Ce qui est donné doit parfois disparaître pour prouver qu'il n'est pas gardé. Paradoxe, peut être. Mais dans un monde où les dieux ont des quotas de sacrifices, tout est relatif. Et pendant que tu regardes cette fumée s'élever, tu entends des enfants réciter un chant. C'est une chanson fiscale. Oui, sérieusement, un petit chœur psalmodie les noms des provinces, les quotas, les produits. Tu es face à une comptabilité en version musicale, comme si un cours de fiscalité devenait une berceuse. Ironique, non? Mais tout cela n'était pas seulement pour le faste ou la guerre. Une partie non négligeable de l'impôt allait au festival, et pas de petits goûters de quartier. Non, des cérémonies géantes qui duraient plusieurs jours, mobilisant des centaines de danseurs, de musiciens, de cuisiniers, de sacrificateurs et bien sûr de spectateurs extatiques. Les empereurs aztèques savaient. Un peuple festif est un peuple qui ne pense pas à se révolter. Certains historiens se demandent même si ces fêtes extravagantes n'étaient pas des dividendes sociaux, une forme de redistribution spectaculaire. Tu donnes ton cacao,
Très bien. Tu auras droit à voir ton dieu préféré danser dans un costume qui coûte autant que 2 villages. Mais que se passe-t-il quand tout s'écroule? Tu avances dans une ruelle plus calme, des codex brûlés, des scribes morts, des réserves pillées. Ce sont les échos de l'arrivée des Espagnols. Lorsque Cortés et ses hommes atteignent Tenochtitlan, ils ne voient pas un bazar primitif. Ils trouvent une capitale où tout est compté, stocké, répertorié, sauf leur propre arrivée. Tu imagines la confusion. Les collecteurs ne savent plus quoi inscrire. Les provinces arrêtent de payer. Les dieux ne reçoivent plus rien. Et soudain, l'Empire s'effondre non par les armes, mais par le silence. Un système fiscal aussi méticuleux ne peut survivre sans obéissance collective. Et pourtant, certains fragments survivent. Des symboles dans les codex, des traditions dans les villages modernes, des marchés où l'on paie encore avec des objets, pas des billets. L'ombre des Calpixques plane encore, même dans les fêtes populaires, où l'on raconte qu'un jour, un homme est venu collecter un impôt avec un panier vide et un sourire étrange. Tu reviens à ton point de départ. Le marché, moins animé. Le soleil se couche sur les canaux tranquilles. Tu sens une odeur de cacao chaud et tu souris doucement. Tout ça pour payer une guerre, une fête ou juste une dinde bien grasse peut être que les impôts aztèques n'étaient pas si différents des nôtres, juste un peu plus colorés et beaucoup, beaucoup plus poétiques. Le soleil descend maintenant doucement sur Tenochtitlan. Les derniers échos de tambours s'estompent, fondus dans le clapotis lent de l'eau contre les berges. Le marché s'est vidé. Les scribes ont rangé leurs pinceaux et même les prêtres ont éteint leurs encensoirs. Tu marches lentement, les pieds presque traînants, dans une allée désormais silencieuse. Chaque pas est comme une expiration longue, paisible. Les bâtiments se fondent dans l'ombre bleutée du crépuscule et un vent tiède caresse ta nuque comme une couverture posée avec tendresse. Tu repenses aux ballots de coton, aux fèves alignées comme des perles, aux scribes qui, à genoux, comptaient des plumes avec le sérieux d'un astronome. Tout cela semble si lointain maintenant, comme un rêve ancien, mais un rêve qui te suit encore dans les plis de ton oreiller. L'Empire a disparu, mais son rythme, sa régularité, son étrange poésie fiscale te berçant encore, comme si quelque part, dans ton sommeil, un petit scribe imaginaire continuait de noter tes pensées. Tout est en ordre, tout est apaisé. Ferme doucement les yeux. Les dieux sont satisfaits. Le dernier tribut a été payé. Bonne nuit.